Une guerre de l'eau a-t-elle commencé dans les Deux-Sèvres? Au cœur de la polémique depuis 3 ans, un gigantesque projet de réserve pour les irrigants. Dans ce département, les tensions autour des milieux aquatiques sont vives. On trouve ici la deuxième zone humide de France avec le marais Poitevin. Et sa protection déchaîne les passions. Nous avons rencontré les principaux interlocuteurs de ce dossier sensible. Et qu'ils soient pour ou contre ces bassines, ils font tous le même constat. Il n'y a plus d'eau. Je ne peux plus arroser pour les jardins. Il manque encore 10, 20, 30 cm encore avant cet hiver. Et en été, jamais au grand jamais, on ne devrait descendre en dessous de ça. Cette exploitation appartient à David Paya, éleveur dans les Deux-Sèvres. Comme de nombreux agriculteurs, il a fait face cet été aux épisodes caniculaires. Là, on voit bien, on est en fin de cycle. En fin de cycle, on voit que la plante a souffert beaucoup. Elle est quasiment pourrie au pied. Comme c'est une plante très résistante, il y a encore quelques feuilles vertes en tête. Voilà, mais bon, normalement, cette plante, aujourd'hui, elle devrait faire 2,50 m à 2,80 m de haut. La sécheresse, synonyme de restriction d'eau, le cauchemar des irrigants. Ces récoltes, David Paya en a pourtant besoin pour nourrir ses vaches. Sur l'exploitation, 80% de l'alimentation des bêtes est produite par ses soins. Cette ration, elle est composée de 3 types d'aliments. Des fourrages grossiers, donc foin de luzerne, enrubanage de métail et enrubanage de moa dérivé du millet. De l'ensilage de maïs, et puis après quelques concentrés, un petit peu de soja et du blé produit sur l'exploitation qui a été aplati. Mais pour ça, il faut de l'eau. Mais pour faire tout ça, toutes ces cultures qui sont dans cette ration sont en fait des cultures irriguées. Alors comment arroser quand il n'y a plus d'eau? Comment anticiper les changements climatiques pour maintenir cette économie rurale? Les agriculteurs des Deux-Sèvres ont une solution. La création de 16 retenues d'eau dans le sud du département. Nous avons donné rendez-vous au président de la COP de l'eau sur l'un des futurs sites d'implantation. Là, on est sur un terrain qui va recevoir une retenue qui va faire à peu près 200 mètres de large sur 300-400 mètres de long. Avec des digues de 2-3 mètres de haut jusqu'à 7 mètres. Donc ça va faire 7 hectares. Et voici le résultat. Ces retenues d'eau vont stocker l'équivalent de 2000 piscines olympiques. Objectif, permettre aux agriculteurs de réduire de moitié leurs besoins d'eau l'été grâce à ces bassins monumentaux alimentés par des forages dans la nappe phréatique. C'est de l'eau qu'on prélève en hiver dans la nappe, mais de manière superficielle. En fait, on pourra remplir des retenues avec de l'eau de pluie qui sera juste rentrée dans la nappe, mais pleine. On ne pourra remplir les retenues que si la nappe est pleine, avec un protocole très strict et des niveaux à respecter. Voilà, on prendra l'eau qui est en excédent, ou en tout cas quand l'eau est abondante, pour l'utiliser l'été, ce qui permet l'été de ne pas prélever dans la nappe au moment où elle est fragile. Un projet né dans la douleur. En 2017 et 2018, les retenues d'eau font descendre dans la rue des milliers de personnes. Au début, il devait y avoir 19 bassines et les volumes d'eau prélevés beaucoup plus importants. Parmi les manifestants, Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie. Une opposition légitime à l'époque pour la députée des Deux-Sèvres. Le projet continuait, si vous voulez, de prendre trop de volume d'eau dans les milieux naturels et donc ne contribuait pas à réduire la quantité d'eau qu'on prend dans la nature pour l'agriculture. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il n'y avait absolument aucune condition liée à l'évolution des pratiques agricoles. Un véritable bras de fer entre pros et anti-bassines. Les négociations reprennent pourtant et finissent par aboutir sur un protocole d'accord en décembre 2018, après plus de 7 heures de réunion en préfecture. Les conditions seront plus contraignantes pour les agriculteurs, promet la représentante de l'État.
à l'avenir dans le cadre de ces réserves de substitution, bien sûr qu'on contrôlera. Et on pourra contrôler d'autant plus qu'il y aura des systèmes qui mesureront quand les réserves auront été remplies et ensuite quand les irrigants utilisent l'eau de ces réserves. Parmi les signataires, l'association Deux-Sèvres Nature Environnement. On n'entend pas souvent parler, mais il y a du monde qui a signé ce protocole. Alors pourquoi vous avez fini par signer ce protocole ? D'abord, il est le résultat d'un travail commun, d'un travail collectif. Donc, après l'arrêt des 19 réserves, on est passé à autre chose qui s'appelle Pour une agriculture durable. Et nous, ça nous a plu. Donc, on s'est intégré dans le groupe de travail managé par la préfète, Madame la préfète. Un an après, il ne regrette rien. On a une gouvernance partagée par les agriculteurs, mais aussi par les services de l'État et aussi par toute la société civile. C'est quelque chose qui est unique, qui n'existe pas ailleurs, et qui a fait qu'on a pris le risque de participer à cette discussion. Une évolution sur ce dossier partagé par Delphine Bateau. Ça, c'est la comparaison en fait entre le projet initial et le protocole. Elle soutient aujourd'hui le projet des futures retenues d'eau des Deux-Sèvres. Moi, ma position, elle est très claire. C'est pas de retenue de substitution sans agroécologie. Et donc, dans l'ordre de mise en œuvre du protocole, les choses sont extrêmement claires. Il y a d'abord un diagnostic d'exploitation. Ensuite, il y a des obligations environnementales de plantation de haies et d'évolution des pratiques. Et ensuite, il y a la construction de retenues de substitution. Et moi, ça restera ma position constante. C'est pas la guerre du feu, là, c'est la guerre de l'eau. Pour eux, en revanche, le combat contre les bassines est loin d'être terminé. Une poche de résistance ne veut pas entendre parler de ce protocole et le fait savoir devant la permanence de Delphine Bateau à Mel. Pour ceux qui n'ont pas lu le protocole, je peux vous dire que de pratiques vertueuses, va falloir s'accrocher. Parce que par exemple, dans ces pratiques vertueuses, on considère que, tiens, pour améliorer les pratiques culturelles, par exemple, un truc qui peut justifier que vous ayez accès à l'eau, c'est que, oh magie, vous allez faire 3 rotations de culture en 5 ans. On est tous conscients que c'est un modèle qui est archaïque, ouais, et qui n'a pas d'avenir, ouais, surtout dans le contexte actuel. Ouais. Quand on sait la densité qu'ils vont prendre dans les nappes phréatiques, avec cette sécheresse, c'est incroyable, c'est inconscient. Moins nombreux qu'aux premières heures de ce combat, les anti-bassines cherchent aujourd'hui une convergence des luttes avec syndicats et partis politiques opposants à Emmanuel Macron. On a un super président qui a une super communication et ça marche sur des gens, sauf nous. Ça ne marchera jamais, mais... Ça symbolise quoi, ces bassines, pour vous ? La plus belle connerie du monde, en fait. Ça veut dire qu'on va faire des bassines, on va prendre cette eau qui appartient à tout le monde pour l'utiliser sur une agriculture qui est devenue intensive et plus raisonnée. Les priorités de l'usage de l'eau, c'est d'abord l'eau potable, ensuite le bon état des milieux aquatiques, deuxième priorité, et troisième priorité seulement, l'eau économique. Et on le voit sur le Marais Poitevin, l'usage de l'eau en agriculture met en difficulté le bon état des milieux aquatiques, met en péril la distribution de l'eau potable, et avec ces retenues de substitution, on veut continuer dans ces logiques-là, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, dans une gestion désastreuse de la ressource en eau. Le Marais Poitevin et son équilibre si fragile. La préoccupation principale de nombreux opposants. À commencer par le porte-parole du collectif Bassines Non Merci, Julien Leguet, tombé dedans quand il était petit. Moi, je me souviens quand je suis tout petit, j'apprends à faire de la barque à 8 ans, j'ai la pigouille en main à 8 ans et mes parents me disent « vas-y, va te balader ». Donc c'est profond, c'est des expériences de vie à la Tom Sawyer, à Huckleberry Finn, avec un vrai sentiment de liberté. Et en fait, moi, depuis que j'ai vécu ça, j'ai qu'une envie, c'est de le transmettre. J'ai envie que mes enfants puissent vivre ça. J'ai envie que les enfants des autres puissent vivre ça. Et donc ça me fait très très attaché à ce territoire, à ce qu'il ne s'agit pas de vivre dans une carte postale, mais il s'agit de vivre dans un marais. Cet animateur nature multiplie les actions anti-bassines depuis 3 ans. Dans sa ligne de mire, entre autres, le plus puissant des syndicats agricoles, la FNSEA. Si tu n'es pas FNSEA ou que tu ne fais pas profil bas, bah tes terres, tu les as pas, et tes volumes d'eau, tu les as pas. Je pousse un peu le bouchon en parlant de mafia. On n'est pas très loin.
quand c'est les plus puissants qui deviennent les représentants, parce que c'est aussi ça la FNSEA, comment elle fonctionne. Ce n'est pas les petits éleveurs, ce n'est pas les maraîchers qui sont présidents de la Chambre d'agriculture. Hein. Regardez le profil, hein. C'est toujours les plus gros. Et moi, j'ai toujours du mal, comme dans un syndicat, c'est le patron qui représente les plus petits. C'est le plus gros qui représente les plus petits. Et je trouve que dans le cas des bassines, la COP de l'eau et la Chambre d'agriculture n'ont eu de cesse de faire ça. Bassines non merci, un collectif citoyen très actif. Dans ses sympathisants, on trouve aussi des agriculteurs, comme Daniel Giraudot, retraité depuis une dizaine d'années. Il a voulu nous montrer cette rivière asséchée. On a le lit de la rivière, du Gnotto, et là il y avait toujours de l'eau. Depuis quand il n'y a plus rien? Pas depuis l'irrigation, hein. Depuis le début des irrigations. Ouais. Moi je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à irriguer, tout le monde s'y est mis là. Donc il y a une vingtaine d'années. Oui. Et là il y avait combien d'eau là ici avant? Ah ben c'était. Vous voyez à peu près où il n'y a pas de végétation là. Il y a presque un mètre d'eau. Hein. Son expérience d'irrigant à la fin des années 90 l'a rendu amer. J'avais 40 hectares, 2 parcelles de 20 hectares à peu près irriguées. J'y ai cru, on m'a sollicité, le Crédit Agricole, la Chambre d'agriculture. Et bon, j'ai arrosé comme tout le monde. Et on avait des primes pour irriguer de 200 €, en plus un maïs en culture sèche. Alors bon, on a foncé, on a acheté du matériel, tout. Et je me suis aperçu que les rivières baissaient et qu'il fallait que j'alimente mon troupeau après en eau de la ville où j'avais plus de point d'eau. Vous étiez choqué par ce que vous faisiez à l'époque, vous vous rendiez compte que... Mais je voyais qu'on n'était pas dans le bon chemin, quoi. Mais les temps ont changé. C'est ce que nous affirment tous les irrigants rencontrés lors de ce tournage. Ils assurent aussi avoir tiré les leçons du passé. Pour eux, le protocole des retenues d'eau dans les Deux-Sèvres est le symbole de ce changement de mentalité. On n'a pas le droit de se louper là-dessus. Si on se loupe là-dessus, moi je ne sais pas ce qu'on transmettra. Voilà. Mais ça, on y croit évidemment. Enfin, n'importe qui dans sa vie croit à ce qu'il va transmettre. Voilà. Mais dans ce qu'on veut transmettre, il y a les outils d'adaptation au changement climatique, une agriculture qui prend en compte la biodiversité, parce qu'il n'y aura pas de biodiversité sans agriculture, et réciproquement, on fusillera l'agriculture si on ne fait pas attention à la survie de la biodiversité. Mais ça se fait par le dialogue. Un dialogue pourtant malmené ces dernières années, avec de vives tensions de chaque côté. Tuyaux coupés, champs dégradés, manifestants interpellés et même journalistes intimidés. Les travaux des premières réserves d'eau seront surveillés de près par les autorités. Livraison prévue pour les premières, été 2020.